j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, me voici enfin sur YouTube. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Noémie, j'habite en Australie depuis un peu plus d'1 an et ça fait 1 an que je partage ma vie sur TikTok ou sur Instagram et je me suis dit qu'il était temps de vraiment créer une chaîne YouTube pour justement pouvoir commencer à répondre à vos questions de manière un petit peu plus précise et détaillée. Donc voilà, j'ai envie de commencer à aborder toutes mes expériences, tout ce que j'ai pu apprendre, que ce soit en vivant ici en Australie, en travaillant en Espagne, en étudiant en Argentine ou en vivant également à Bali. Donc voilà, donc pour vous donner un peu plus d'informations, je suis actuellement en Australie dans ma chambre à Byron Bay. J'aurai l'occasion d'en reparler plus tard, mais voilà, je bouge beaucoup ici en Australie pour des raisons de visa et par rapport au travail. Mais on n'est pas à l'abri que d'autres de mes vidéos soient faites pendant des road trips ou dans une autre maison ici en Australie en fonction de où est-ce que je serai. Donc la première question à laquelle j'ai décidé de vous répondre, qui je pense est une des plus importantes pour moi, c'est comment j'ai appris l'anglais. La réalité, c'est que ça m'a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, je suis fluente en anglais. Je travaille au quotidien en anglais, je négocie, je manage en anglais, mais ça n'a pas toujours été le cas et ça a pris du temps. Donc voilà, j'ai envie de vous faire un peu un récapitulatif de tout ce par quoi je suis passée pour atteindre ce niveau. Donc déjà, petit disclaimer, j'ai beau être fluente en anglais. Il y a plein de fois où je suis fatiguée et mon accent français ressort à mort. Il y a plein de fois où on a du mal à me comprendre parce que j'articule pas bien. C'est pas toujours parfait. C'est pas parce que techniquement je suis capable de le parler 100% correctement que je le fais tout le temps. Et ça, c'est vraiment important parce que il faut prendre en compte le fait que c'est pas votre langue natale et vous avez beau vous donner à fond, parfois ça marche pas, ça sort pas et c'est ok. Même en français, parfois on n'est pas capable de parler quand on est fatigué. Donc c'est ok. Donc déjà, je voudrais préciser que j'ai toujours été une très bonne élève à l'école. Et donc du coup, j'ai bien appris la grammaire et tous les concepts, on va dire, à l'école. Pour autant, j'ai jamais eu un niveau qui me permettait de me sentir à l'aise grâce à l'école. C'est pas ça qui m'a permis d'être fluente aujourd'hui, c'est le fait de m'être immergée et je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait. Et je vais essayer de vous donner plein de clés et de tips pour que vous aussi, vous puissiez le faire. Que voilà, ça a pris du temps. Donc, première chose, c'est que de mes 15 ans à 18 ans, j'ai fait pas mal de séjours linguistiques. Donc, j'en ai fait en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne et à Malte, où j'allais à l'école pendant l'été, donc 3 ou 4 heures par jour, et qu'ensuite, l'après-midi, on faisait des activités. Et j'ai toujours choisi des écoles où j'étais pas que français mais avec des gens du monde entier qui eux aussi voulaient apprendre l'anglais. Et ça m'a permis très jeune d'avoir des copains qui venaient du monde entier et c'est là où j'ai vraiment appris. En cours, on révisait un petit peu ce que j'avais pas forcément bien compris à l'école plus jeune, mais c'est vraiment le fait d'avoir des copains du monde entier, de commencer à rigoler et tout, que vraiment j'ai commencé à progresser. Deuxième chose qui m'a vraiment permis de progresser, c'est quand je suis partie faire mon Erasmus en Argentine. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que à 19 ans, je suis partie faire ma 3e année de Dauphine à la fac en Argentine et j'ai fait 8 mois à peu près là-bas. Donc là-bas, j'étais à l'université, donc mes cours étaient en espagnol, mais volontairement, j'ai vraiment cherché une coloc qui soit grande. Il faut vraiment imaginer qu'à Buenos Aires, c'est rempli de Français. Mais en fait, il faut savoir que même les Français, il y en a partout. Donc si vous avez peur de vous retrouver seul, vous ne le saurez jamais. Il y a des Français partout. Sauf que du coup, il fallait vraiment que je trouve une coloc internationale. Et j'ai réussi à trouver une coloc de 12, donc j'étais la 12e personne, avec des Anglais, des Américains, des Kiwis et des Australiens et un Dutch. Donc les Dutch, ils parlent trop bien anglais. Donc en gros, il y avait que moi qui étais en mode, il faut vraiment que je progresse. Et au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à progresser, mais au début, c'était pas facile. J'étais clairement pas dans ma zone de confort. À l'école, j'avais des copines françaises et après le reste, c'était tout le temps en espagnol avec mes potes espagnols. Donc du coup, ça, c'était vraiment une expérience qui m'a trop aidée. Donc voilà, quand je suis rentrée en France, il fallait que je fasse, que je continue mes études et que je fasse des stages. Donc j'ai fait mes stages en France, des stages en finance, en vente, etc. Et je m'étais dit, il me reste encore 2 mois. Et je me souvenais que j'avais été abordée quelques années avant par un promoteur de soirée à la plage à Barcelone. Et j'avais trop envie, moi, de revivre cette expérience, de vivre à l'étranger, de vivre avec des gens du monde entier. Et je m'étais souvenu qu'il m'avait dit qu'il parlait à plein de gens tout le temps. Donc je me suis dit, ok, j'ai candidaté pour ce job, j'ai été prise. Et quand je suis arrivée faire une saison d'été en Espagne, je me suis rendu compte que j'allais parler H24 anglais. Parce que du coup, quand t'es promoteur de soirée en Espagne, en fait, les gens que t'invites, c'est des Australiens, des Américains, des Anglais, des Irlandais. Donc ça dépend des mois de l'année. C'est un petit peu saisonnier aussi par rapport aux nationalités qui viennent. Mais du coup, j'ai commencé à pitcher et à négocier en anglais. Là encore, au début, c'était vraiment trop dur. Je comprenais pas trop ce qu'on me disait. Et en plus, il fallait switcher avec les différents accents de tout le monde. J'avais déjà un peu l'habitude avec Buenos Aires. Mais quand même, c'était vraiment dur. Et là, du coup, step up encore. Et tous mes colocs étaient encore des gens du monde entier. En parallèle, j'avais ma vie en France, du coup. Et je retournais faire mon master en France. J'étais aussi en alternance dans une grosse boîte du CAC 40 où je parlais que français. Bref, ça m'ennuyait beaucoup. Entre chacune de mes années de mes études, j'ai continué à faire des saisons où j'ai step up. Et donc, du coup, après, j'ai été nommée manager. Donc, j'ai commencé à recruter en anglais, recruter du coup mes équipes, à négocier, à entraîner, tout ça en anglais. Et je me suis retrouvée, in fine, quelques saisons après, avec une équipe de 60 personnes, irlandais, anglais, hollandais, des gens du monde entier. Donc, évidemment, là encore, j'ai été obligée de vraiment progresser. Et
et c'était pas toujours parfait. Et en plus, commencer à faire des meetings avec autant de gens, toute seule, devant tout le monde, à parler anglais, debout, c'est pas si facile et j'étais pas bien tout le temps. Mais voilà, on s'y fait en fait. Et c'est ça qui fait que je me suis vraiment retrouvée à être projetée et à vraiment essayer de progresser parce que j'avais pas le choix. J'avais une équipe à gérer. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et après mes saisons d'été, donc je retournais donc soit faire mes études ou soit travailler donc la dernière année en conseil, en cybersécurité. Là, je me retrouvais que avec des Français, à parler français, bon moyen quoi. C'était plus trop mon délire. Bref, du coup, j'ai quitté mon job et je suis partie vivre à Bali entre 2 saisons d'été. Et là, pareil, des copains du monde entier. Et voilà, en fait, c'est tout le temps l'immersion jusqu'à que j'arrive ici en Australie. Et en Australie, j'ai encore plus progressé. Donc, je me suis retrouvée dans un job de vente. Et puis, la plupart des gens, c'est des Anglais, des Irlandais, beaucoup de nationalités des UK. Et avec tous les types d'accents, et là encore, immersion, pas de choix, on s'habitue. Et donc, oui, évidemment, pour finir, en ce moment, je vis avec mes collègues. On est 7 et je suis la seule française encore une fois. Et mes collègues viennent d'Allemagne, Suède, d'Angleterre, donc voilà. Et il n'y a pas de secret, si vous voulez progresser, il faut être le seul français, il faut vraiment éviter les français. C'est pour ça que moi j'adore partir seule. Le nombre de fois où j'ai fait genre je rigolais à des blagues alors que j'avais rien compris, mais c'est juste, t'es obligé de passer par là. Et après, au quotidien, je sais que ça peut être chiant et laborieux, mais depuis que vraiment Netflix s'est démocratisé, je regarde toutes mes séries en anglais, sous-titrées anglais directement, parce que pour moi, si tu regardes en sous-titre français, tu vas pas progresser aussi vite et tu vas pas être incité à les traduire. Alors que si tu regardes en bande originale sous-titré anglais, t'es nécessairement obligé d'aller traduire tes mots. Donc ça, c'est une discipline que j'ai depuis mes 15 ans. Mon premier livre en anglais, je pense que je l'ai acheté quand j'avais 13 ans. Donc j'avais lu Matt Haig, qui est un super auteur britannique, je crois. Très facile à lire, donc je recommande. En ce moment, je lis un petit livre de développement personnel. Voilà, c'est pas forcément très dur, mais il y a toujours un ou deux mots qu'on connaît pas. Donc voilà, tout ce genre de choses, c'est un travail continuel. Et le nombre de fois où on s'est moqué de moi, on s'est moqué de mon accent. Bref, et souvent, c'est des Français qui se moquent de vous et c'est même pas les étrangers. Les étrangers, ils trouvent que notre accent, il est trop mignon. Et si vous imaginez pas le nombre de fois le soir où je rentre du boulot, je veux faire des blagues et je suis juste fatiguée, elles sortent pas, elles marchent pas, ou on me comprend pas parce que mon accent français parfois il est trop fort. Et voilà, en fait c'est un process et franchement, je pense que ça doit faire bien 7 ans que activement, là j'en ai 26, ça fait 7 ans que vraiment activement je travaille sans relâche pour que mon anglais il soit parfait. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo YouTube où j'explique un petit peu le processus par lequel je suis passée, parce que il y a pas de recette magique. Parfois on me pose la question sur Insta, en combien de temps tu penses que je peux être bilingue, en combien de temps tu penses que je peux être fluent. Les gars, ça m'a pris 7 ans et c'est même pas fini, genre il manque encore plein de mots que je connais pas. Et c'est juste qu'il faut vous mettre dans la position d'immersion totale. Donc évidemment ça veut dire l'entretenir au quotidien avec Netflix et des livres, mais ça veut dire vous partir seul, vous mettre dans cette situation. Pour moi, c'est le seul moyen d'être bon quand tu apprends l'anglais aussi tard que moi. C'est-à-dire que, comme je vous disais, je l'ai appris à l'école, mais de manière très basique. À l'inverse, l'espagnol, j'ai commencé très tôt à tout traduire. J'ai commencé à 12 ans, je pense. Et du coup, j'ai eu un très bon niveau très rapidement, mais parce que c'est rentré beaucoup plus tôt. Si on est adulte, il n'y a pas le choix que d'aller s'immerger. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Mon but, c'est juste de vous montrer que c'est un processus et que mollo, c'est pas grave si vous trouvez que votre accent est nul. Le plus important, c'est d'essayer d'y aller. Et voilà. Donc, abonnez-vous si vous voulez plus de conseils. J'ai envie de vous parler de beaucoup plus de sujets, que ce soit sur le voyage solo ou des tips que j'ai ou des expériences ou aussi faire plus de contenu peut-être un petit peu plus cinématographique. Bref, j'ai plein d'idées. J'ai envie aussi inviter des copains qui m'inspirent. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse sur ça. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre sous cette première vidéo. Ça me fera trop plaisir. Et sinon, vous pouvez m'écrire aussi sur Instagram. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.